Le 6 novembre 1917, soit le 24 octobre du calendrier julien en vigueur en Russie, une insurrection armée éclate à Pétrograd, l'ancienne Saint-Pétersbourg, capitale de l'Empire russe. Depuis que la révolution de février a déchu le tsar et mis fin au régime autocratique 8 mois plus tôt, le pays en ébullition est mené par un gouvernement provisoire de libéraux et socialistes, dirigé par Alexandre Kerensky. Mais celui-ci n'a pas mis fin à l'engagement russe dans la Grande Guerre et a repoussé les réformes attendues. Soldats et paysans, organisés en assemblée populaire, les soviets, se radicalisent. Profitant de la contestation, le parti des bolcheviks, dirigé par les lignes de retour d'exil, prend le contrôle du soviet de Pétrograd et organise l'insurrection. Dès le 7 novembre, après avoir occupé les points stratégiques de la ville, un comité révolutionnaire dirigé par Léon Trotsky déclare la dissolution du gouvernement provisoire. En fin de journée, le palais d'hiver est pris d'assaut, le gouvernement et la ville tombent aux mains des bolcheviks. À Moscou, des combats sévères opposent les maximalistes aux socialistes modérés et aux partisans de la démocratie libérale. Beaucoup sont convaincus que l'insurrection des bolcheviks est éphémère. Mais les mesures annoncées immédiatement par Lénine, fin de la guerre avec l'Allemagne et distribution des terres, assurent la neutralité des troupes et le soutien des paysans. Kerensky, le chef du gouvernement provisoire qui a échappé aux gardes rouges, n'a plus d'appui et d'armée pour reprendre Pétrograd. 10 jours après le début de l'insurrection, c'est l'évidence, Lénine et les bolcheviks ont pris le pouvoir en Russie. Mais la guerre civile, marquée par les interventions étrangères après la paix signée avec l'Allemagne à Brest-Litovsk, déchire le pays pendant 5 ans, avant que le régime soviétique ne s'impose durablement. Été 1945. La fête de la victoire sur la place rouge à Moscou. Devant le palais du Kremlin et les dirigeants soviétiques, l'armée russe célèbre la victoire sur l'Allemagne nazie. Comme sous l'Empire romain, les soldats jettent les drapeaux des vaincus aux pieds du vainqueur. L'homme qui a battu Adolf Hitler, le généralissime Joseph Staline. Après 20 ans de pouvoir personnel, le maître de l'URSS est au sommet de sa gloire. Un poète écrit: Staline, tu es plus haut que les hauts espaces célestes, et seules tes pensées sont plus hautes que toi. Ton esprit, Staline, est plus lumineux que le soleil. On l'appelle le petit père des peuples. Dans le monde entier, il incarne l'espoir d'une société plus juste. Il est l'idole de centaines de millions de personnes. En France aussi, on chante ses louanges. Oui, de tout notre cœur, nous proclamons notre amour ardent pour Staline et nous l'assurons de notre confiance inébranlable. Pourtant, cet homme est l'un des plus grands criminels de l'histoire. Il a massacré son propre peuple avec une brutalité sans limite. Nous anéantirons sans pitié quiconque menace par les faits ou même par la pensée l'unité de l'État. Il a créé le goulag et réduit en esclavage
18 millions de personnes. Il faut trancher les membres nuisibles du parti pour le préserver de la maladie et de l'infection. Il a provoqué avec cynisme des famines qui ont fait 7 millions de morts. La mort résout tous les problèmes. Plus d'hommes, plus de problèmes. Il a sacrifié sa famille à son propre pouvoir. Un vrai bolchevique ne devrait pas avoir de famille. Devant plus de 20 000 représentants du Parti national-socialiste, le bourgmestre de Nuremberg offre au chancelier une copie de l'épée de Charlemagne.